Bonjour Marie-Christine Mayas. Bonjour Marie-Claire. Merci de votre présence dans Smart Women. Alors Marie-Christine, nous allons bien sûr, comme je le disais en introduction, parler de la position des femmes. Mais avant, finalement, je voulais démarrer par une question qui est directement issue de l'actualité. Vous êtes directrice au sein du groupe Forbis-Mazars, vous êtes directrice diversité et inclusion, c'est-à-dire exactement la fonction que le gouvernement américain a entrepris de détruire. Donc, première question, qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous l'évolution des choses? Qu'est-ce que vous constatez dans les groupes que vous connaissez? Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est très inquiétant ou est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Il y a quelques motifs d'inquiétude. Effectivement, je pense que la fonction de directeur et directrice d'INI ne sont pas menacées, en tout cas en Europe. En revanche, il y a de vrais reculs aux États-Unis. Je ne vous apprends rien. Il y a l'exemple emblématique d'Accenture qui a vraiment choqué, puisqu'ils étaient particulièrement avancés sur le sujet. Et il y a évidemment toutes les entreprises, en particulier qui travaillent dans le secteur public, qui sont très touchées. Donc là, c'est catastrophique. Ou bien ça touche également des entreprises qui, en Europe, ont des parts de marché importantes aux États-Unis. Autrement, ce que l'on observe quand même, et qui est plus rassurant, c'est une certaine discrétion. On ne change rien, on continue d'avoir des objectifs, on continue d'avoir des feuilles de route mixité, mais on ne communique plus. Ou alors, on n'utilise plus le mot diversité. Donc ça, on le voit beaucoup. Ou bien encore, officiellement, on a arrêté, c'est-à-dire qu'on ne communique plus, on n'utilise plus le mot diversité, mais on continue. Je vois, je ne le citerai pas, mais l'exemple justement d'une entreprise très emblématique qui a annoncé tout arrêter et qui, sur le marché français, quand on leur demande mais qu'est-ce qui se passe, vous n'allez tout de même pas arrêter, finalement ressortent la feuille de route initiale et l'ancienne version du site internet. Voilà, donc il y a des effets d'annonce. Et puis il y a aussi les entreprises qui n'ont absolument rien changé dans la communication et dans les initiatives. Et même, je dirais davantage, des entreprises qui, au contraire, ont renforcer leur feuille de route, leurs objectifs, parce qu'ils y ont vu une sorte de menace à cet équilibre qui est en train de se faire autour de la diversité. Et sous la menace, finalement, on a décidé de se renforcer. Il y a même eu une tribune dans les Échos de chefs d'entreprise. Bon. Voilà, donc il n'y a pas de menace, donc je pense. On retient qu'on peut être un petit peu rassuré malgré tout. Bon, alors venons-en maintenant à votre perception de la position des femmes. Je crois que je sais que vous avez juste eu une séance du club des dirigeants au sein du think tank que vous présidez, donc l'atelier de l'entreprise et mixité. Donc, alors quelle a été la teneur et qu'est-ce que vous retenez principalement de ces entretiens que vous avez eus? Alors oui, effectivement, c'est intéressant parce que ça permet de voir quelles sont les problématiques à leur niveau. Vraiment, au niveau des dirigeants, ce sont des dirigeants de grands groupes, grandes organisations, privées, publiques. Et pardon, je vous coupe, mais il y a des femmes et des hommes. Il y a des femmes et des hommes, effectivement. Ils sont une vingtaine et une minorité de femmes, mais nous avons les deux. Eh bien, tout d'abord... alors, évidemment, ils sont là parce que, pour différentes raisons, soit ils ont été encouragés par leurs équipes, soit ils sont engagés de manière naturelle. Ce n'est pas le cas pour tous. Mais d'une façon ou d'une autre, s'ils n'étaient pas totalement engagés, ils le sont devenus au contact de leurs collègues, en s'appropriant des éléments de langage, des attitudes et un engagement, justement, qu'ils n'avaient pas forcément. Donc, nous sommes biaisés, puisqu'ils sont particulièrement engagés. Mais, néanmoins, ils ont eu tous le même constat qui est que de leur côté, ils gardent le cap concernant la diversité et l'inclusion. Certains ont eu des commentaires par leurs homologues américains, mais pourquoi as-tu fait ce commentaire, etc. Ça ne les a pas empêchés finalement, grosso modo, de continuer sur leur feuille de route et leur engagement, en changeant le vocabulaire, comme je le disais. Oui, bien sûr. Donc, une certaine prudence, mais un cap qui est gardé. Ça, c'était vraiment dans le tour de table, à l'unanimité, la position. Ensuite, leur préoccupation principale à leur niveau, c'est le groupe des hauts potentiels, les femmes qui vont accéder, le vivier, qui vont accéder à leur comité exécutif ou à leur équipe dirigeante. Et ça, c'est un vrai souci pour eux de chaque instant, puisque c'est aussi là-dessus qu'ils seront jugés, si je puis dire, sur les questions de diversité. Alors, ils y travaillent de différentes manières. D'abord, ils sont tous
en l'occurrence dans ce groupe mentor, d'une haut potentiel qui appartient à une organisation autour de la table. Oui. Donc c'est vraiment un dirigeant ou une dirigeante avec une très haut potentiel. Et c'est un système qui fonctionne, puisqu'on voit que ces femmes, qui sont toutes hautes potentielles qu'elles sont, ont vraiment des freins qu'on imagine mal à ce niveau. C'est ça qui est parfois inquiétant et désespérant, si je puis dire, puisque ces freins, ils existent vraiment chez toutes les femmes, y compris celles qui sont surdiplômées, surcompétentes. Mais bon, le mentorat fonctionne bien. Et leur autre préoccupation, c'est quel suivi dois-je effectuer de ce groupe de femmes qui va arriver et devenir dirigeante. Et là, la question n'est pas résolue. C'est-à-dire qu'ils pensent à différentes solutions. C'est soit certains, alors c'est un peu des expérimentations qui ne fonctionnent pas toujours, mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir un suivi très rapproché de ce vivier de talents. Et certains disent, eh bien, on est allé trop loin, en fait. On les a trop suivis et ça a découragé certaines qui ont dit, écoutez, chez moi. Parce que le temps passe malheureusement vite. Pour en revenir à un thème que vous avez évoqué quand on a parlé ensemble avant la réunion, qui était que justement, parmi les freins, il y avait l'image du pouvoir. Alors, dites-nous, il nous reste 1 minute 30 en gros, mais dites-nous, c'est quoi les freins, la relation au pouvoir, comment vous le percevez? Oui, la question de l'image du pouvoir est arrivée sur leur table, si je puis dire, parce qu'on parlait du sujet de l'opting out, donc les femmes qui font un pas de côté, et dans les raisons de l'opting out, il y avait cette image du pouvoir qui était un peu repoussante pour les femmes. Là où on en est, là où ils en sont de cette réflexion, c'est qu'il faut absolument redéfinir ce qu'est le pouvoir. À savoir que le pouvoir défini par un homme ou le pouvoir défini par une femme n'est pas le même. Et on ne souhaite pas y accéder pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est vraiment important pour les dirigeants de comprendre qu'est-ce qui va attirer les femmes vers le pouvoir. Et puis, il faut qu'on travaille aussi sur les mythes et les réalités, c'est-à-dire que le pouvoir est parfois diabolisé par des hommes et par des femmes, entraînant la non-envie d'y accéder. Donc il y a tout un travail à faire sur l'image du pouvoir, le côté boys club, le côté il va falloir que je me batte si j'arrive dans cette arène-là. Et donc ils essaient, on est vraiment dans une démarche, ils sont dans une démarche de mettre en avant tout ce qu'il y a de positif dans le pouvoir, toutes les raisons de jouir du pouvoir et qui pourront peut-être finalement attirer davantage de femmes. Bon, on va s'arrêter là, mais c'est un thème très intéressant, le thème du pouvoir et de la façon dont les femmes le perçoivent. D'ailleurs, j'avais reçu Cécile Belliot, qui est la directrice générale du groupe Bell, qui avait justement expliqué de façon très intéressante la conception du pouvoir. Au départ, elle n'avait pas envie du pouvoir, et puis après elle s'est rendue compte que le pouvoir, ce n'était pas une fin en soi, c'était un moyen de faire des choses, et comme elle avait envie de faire des choses, du coup elle a trouvé le pouvoir tout à fait intéressant. Et elle l'a assumé. Merci beaucoup. Merci Marie-Claire. Je pense que je vais continuer d'ailleurs à parler de ce sujet avec mon invité d'après, puisque c'est Marlène Schiappa, et elle est également très sensible à ce thème-là. Absolument. Merci Marie-Christine.